Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder le cas des 3 premiers épisodes de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, une nouvelle saison pour cette série événement qui vient d'être dévoilée sur la plateforme Prime Video, et c'est l'occasion d'en parler plus en détail aujourd'hui. Ça nous fait donc 3 épisodes d'un peu plus d'une heure chacun, ça fait quasiment un film de 3h15 à analyser, et pour le coup, je vous avoue, on a beaucoup de choses à se dire. Dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais tout d'abord faire un rapide retour sur la saison 1, ce qui m'avait plu, déplu. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais plutôt aller sur une analyse générale des 3 épisodes, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié, sans trop rentrer dans le détail bien entendu. Dans une troisième partie de la vidéo, là ça sera beaucoup plus spoilant sur l'épisode puisque je vais analyser successivement les 3 épisodes qui nous ont été dévoilés. Et enfin, dans la dernière partie de la vidéo, celle-ci sera consacrée plutôt à la partie spoil, donc je risque très certainement de dévoiler certains aspects de l'intrigue ou des théories par rapport à des choses qui sont dites dans ces épisodes. De fait, si vous souhaitez vous garder de la surprise, c'est donc une partie que je vous déconseille fortement. Pour revenir rapidement sur la saison 1, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, moi j'avais quand même apprécié certaines choses d'une manière générale, mais d'un autre côté, il y avait d'autres aspects que je n'avais pas forcément appréciés. Malheureusement, et c'est peut-être aussi le gros problème que j'ai avec cette série, l'intrigue des Anneaux de Pouvoir, qui est le titre de la série, c'est pour moi le plus gros point négatif de cette saison 1, parce que la saison 1 mettait en place un schéma narratif qui ne me convenait pas, et c'est malheureux parce que ce schéma narratif ne prend pas racine dans les livres, mais se contente de faire des divergences, notamment sur l'ordre de forgeage des anneaux. Dans les livres, les anneaux des nains et des hommes sont forgés en premier, et c'est en réponse à cela que Celebrimbor va décider de forger de son côté en autonomie les 3 anneaux des elfes, ce qui explique qu'ils ne sont pas touchés par la malice de Sauron, parce que du coup, forcément, ils n'ont pas été conçus par lui. A l'inverse aussi, il y avait de très belles choses dans cette série, notamment déjà, forcément, tout le monde le dit, le visuel et l'aspect musical qui sont 2 aspects importants dans cette série. Le visuel est excellent, les effets spéciaux sont magnifiques, les orques avec les prothèses, les costumes sont vraiment super. Il y avait aussi quelques problèmes de rythme, c'est vrai que la saison 1 elle devait introduire les personnages et des fois il y avait beaucoup de longueur, notamment les parties des hobbits pieds velus jusqu'au dernier épisode où là au contraire le rythme s'est accéléré avec beaucoup plus de batailles et de rythme soutenu et les intrigues qui commençaient un petit peu à fusionner les unes par rapport aux autres, et on verra si la saison 2 a tiré les leçons de cette histoire de rythme ou pas du tout. Globalement la saison 1 j'avais quand même assez relativement apprécié certaines choses, même si de l'autre côté il y avait beaucoup de points négatifs qui me faisaient pas mal grincer des dents. À présent, si vous le voulez bien, on va passer plutôt dans un avis général sur les 3 premiers épisodes. Déjà il faut le souligner, et c'est un fait, j'ai trouvé quand même que c'était sympa, et je vais pas vous le cacher, j'ai passé plutôt un bon moment devant ces 3 épisodes, ça se suivait très bien, il y avait un bon rythme, contrairement au début de saison 1 où au contraire c'était une installation de personnages et c'est vrai qu'il y avait cet aspect un peu plus lent qui transparaissait des premiers épisodes. Là pour le coup je trouve qu'ils ont bien mieux géré le rythme en alternant à la fois des flashbacks, certaines explications par rapport au passé et des explications sur le présent et possiblement aussi le futur. Il y a des nouveaux personnages qui sont introduits mais on passe très vite dessus et le rythme gagne justement à ce niveau-là avec des courses-poursuites, des personnages qui font des va-et-vient. C'est vrai que ça nous évite d'avoir beaucoup de moments de temps mort qui malheureusement étaient là dans la première saison. Là avec ces 3 premiers épisodes, j'ai quand même passé un bon moment et je vais vous l'avouer, j'ai pas vu le temps passer. Maintenant, effectivement, j'ai toujours un très gros problème avec l'intrigue des Anneaux de Pouvoir. Il y a des facilités, mais c'est même pas énorme, elles sont gigantesques tellement que des fois les personnages ont des réactions à la limite du compréhensible, mais c'est pas très grave parce que dans la cohérence du récit, au final ça marche quand même, ces explications, même si l'intrigue des Anneaux de Pouvoir elle est foirée parce que dans les livres il y avait un schéma narratif logique qui permettait de comprendre les réactions des personnages par rapport à la forge des Anneaux de Pouvoir. Là pour le coup ils ont quand même réussi à remodeler tout cela à leur sauce. Oui, je vais vous le dire, ça fonctionne dans le schéma narratif de la série, même si pour le coup j'ai quand même du mal avec certaines réactions de personnages que je trouve bien trop faciles, et toute cette articulation entre les personnages, leurs relations et émotions, parfois ça laisse quand même présager de très grosses facilités. Sur les Anneaux des Elfes, j'ai un très gros problème là aussi dans ces épisodes, c'est que je vois pas pourquoi on amène le doute, parce que Elrond, il va douter forcément dans ses premiers épisodes concernant la véracité des Anneaux des Elfes et leur objectif et le fait qu'il pourrait être potentiellement touché par le Seigneur du Mal, mais c'est totalement débile parce que Elrond, dans la saison 1, il était là lorsque les anneaux étaient forgés, il a plus ou moins validé auprès de Galadriel et Celebrimbor la forge des Anneaux des Elfes. Je trouve ça un peu dommage, même si Elrond est un personnage qui
pose beaucoup de questions et qui reste pas mal interrogatif sur certains aspects, là pour le coup ça ne marche pas du tout et au contraire ça vient semer encore plus le trouble autour de ce personnage et des liens qu'il tisse avec Galadriel, Celebrimbor et un peu plus tard avec Gil-galad. Il y a aussi pas mal de mystères qui sont avancés dans ces 3 premiers épisodes et pour le coup je trouve que ça fonctionne plutôt bien, notamment avec l'intrigue de l'étranger et des hobbits qui dans la première saison n'était peut-être pas très passionnant et là au contraire je trouve que ça développe de nouveaux aspects avec cette histoire de mage noir, même si c'est une énorme entorse au livre. Je vous avoue je suis plus trop à ça près maintenant, je vais plutôt regarder un peu la cohérence par rapport au récit que nous proposent les Anneaux de Pouvoir et pour le coup je trouve que ça s'en sert plutôt bien, même si on ne voit pas forcément où tout cela va nous mener. Je pense qu'on en saura beaucoup plus à cette fin de saison et qu'on pourra tirer des conclusions précises à ce niveau-là. Et encore plus sur la rivalité entre le Seigneur des Ténèbres Sauron et Adar, une rivalité que j'attendais énormément puisque pour moi Adar c'est un personnage qui est inventé pour la série et par la série, mais c'est peut-être l'histoire la plus réussie à mon sens en saison 1 et là je trouve que la saison 2 poursuit encore plus sur cette lancée avec notamment une séquence d'introduction aux petits oignons qui devrait ravir encore plus les fans. Pour résumer, les 3 premiers épisodes je les ai trouvés sympathiques avec leurs qualités et leurs défauts habituels et je vous l'avoue j'ai quand même passé un bon moment avec ces 3 premiers épisodes malgré comme je vous ai dit les va-et-vient sur le point de vue scénaristique et les décisions des personnages. Je trouve quand même que pour l'instant ce début de saison 2 est mieux réussi que le début de saison 1. À présent si vous le voulez bien je vais passer dans la partie analyse épisode par épisode. Je vais revenir sur les grands points qui m'ont vraiment plu ou déplu, certains aspects qui méritent d'être plus mis en lumière ou qui mériteront d'autres explications. Je pense notamment sur le volet des orques parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes étaient offusquées de découvrir que les orques se reproduisent comme des humains. Spoiler, c'est écrit dans les livres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et cela mériterait peut-être une vidéo bien thématique sur les orques. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. On commence par l'épisode 1 qui, à mon sens, est le plus réussi des 3. Oui, je vais le dire, hein, pour moi c'est le meilleur parce que déjà il y a cette super séquence d'introduction avec ce flashback où l'on peut voir le Seigneur des Ténèbres, Sauron, qui prend le relais sur Morgoth qui vient de disparaître après la fin du Premier Âge. Et ce que j'ai apprécié dans ce flashback, c'est que déjà l'acteur de Sauron est incroyable. Pourquoi ne pas l'avoir choisi limite pour devenir le personnage, parce que il est tellement habité par la malveillance et par cette volonté de dominer les orques. Je trouve cet acteur incroyable et j'espère qu'on le reverra dans d'autres flashbacks, peut-être dans cette saison 2. Mais ce que j'ai un peu du mal à comprendre dans ce premier épisode, c'est que les orques sont assez méfiants vis-à-vis de Sauron, mais on ne nous explique pas pourquoi ils sont méfiants. Est-ce que c'est le fait que ce lieutenant du mal sorte de nulle part et revendique l'héritage du Seigneur des Ténèbres? C'est peut-être ça qu'il aurait fallu un peu plus creuser, parce que on voit juste les orques dire Sauron est un menteur, mais on ne nous explique pas pourquoi. Est-ce qu'il veut juste utiliser les orques pour parvenir à ses fins? Est-ce qu'il veut au contraire poursuivre l'œuvre de son ancien maître? Ça aurait été peut-être intéressant et intelligent de dévoiler un peu plus d'informations à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que on voit que le personnage est quand même très puissant. Il a une puissance en lui à tel point qu'il fait balancer les orques à gauche et à droite et qu'il arrive à survivre à moult coups de couteau. Je me suis dit aussi, est-ce que c'était pas un peu une symbolique de Jules César qui s'approprie le pouvoir en tant que dictateur à Rome au détriment des sénateurs? Et c'est peut-être aussi ça la symbolique de la scène et le fait qu'il est assassiné de multiples coups de couteau. J'ai beaucoup apprécié ce petit parallèle qui à mon sens est quand même bien judicieux. C'est dans cette séquence qu'on découvre comment Adar parvient à asseoir sa domination sur les orques et c'était très bien vu, d'autant que l'acteur se débrouille vraiment très bien. Vous le savez très certainement, ou au contraire si vous l'ignorez, eh bien il y a eu un changement d'acteur pour Adar entre la saison 1 et la saison 2, remplacé par Sam Hazeldine dans la saison 2, mais en attendant ce dernier se débrouille très bien et c'était suffisant pour le souligner. Autre fait que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on voit que le Seigneur des Ténèbres, une fois qu'il est assassiné, il redevient une sorte de larve, limite un peu comme un parasite, à tel point qu'il va manger directement la vie pour revivre. Lorsqu'il va manger d'abord l'espèce de souris, il va ramper comme une souris, ensuite il va manger le mille-pattes et il va ramper comme un mille-pattes, et à la toute fin, il va parvenir à manger un humain et c'est là qu'il va prendre la forme d'un humain parce que oui, le Seigneur du Mal peut changer d'apparence quand il veut et on le verra un peu plus tard qu'il le fait à nouveau dans cette saison 2. On voit aussi que le personnage fait mine d'avoir des remords auprès du vieil homme et j'ai beaucoup apprécié cela parce que il va essayer de faire semblant d'avoir des remords pour amadouer un petit peu plus les humains avec qui il traîne et au dernier moment il va s'emparer de l'objet et c'est là aussi où on voit la perfidie du personnage qui est capable d'utiliser la ruse et les stratégies
stratagèmes pour parvenir à ses fins et essayer de se frayer un chemin à travers la population, c'est quelque chose qui risque de ressurgir dans cette saison où le Seigneur du Mal arrive à ses fins en utilisant les mensonges, les stratagèmes et encore plus sa ruse. Une fois qu'on a fini ce flashback, on revient au présent et là on redécouvre Halbrand qui débarque au Mordor, même si pour le coup j'ai trouvé que c'était un petit peu facile parce qu'il débarque comme ça, il demande la libération des siens, mais Hadar ne se laisse pas forcément intimider et j'ai trouvé que c'était intelligent de montrer aussi le doute par rapport à ce personnage et le fait que Halbrand il se laisse quand même capturer pour essayer de parvenir à ses fins. Il y a encore une fois, comme je vous ai dit avant, tout ce schéma de la ruse, du mensonge et de la perfidie pour parvenir à ses fins et il y parvient. Il va mentir encore une fois en se faisant passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, mais ça ne fonctionne pas forcément avec Hadar qui reste très méfiant et le fait suivre, donc ça montre aussi que certains personnages commencent à comprendre peut-être quel est le double jeu joué par Halbrand, et c'est quelque chose qui risque de ressurgir encore plus dans la suite des prochains épisodes. Outre le fait qu'il est libéré un petit peu facilement par Hadar, j'ai quand même apprécié le fait qu'on voit Halbrand parler en noir parlé pour essayer d'amadouer le warg, un warg qui, je précise, est beaucoup plus réussi que lorsque nous l'avions vu en saison 1. En saison 1, c'était une espèce de chien à moitié enragé qui bavait dans tous les sens et qui était dégueulasse. Là pour le coup je trouvais que le design était un peu plus réussi, peut-être aussi parce qu'il est beaucoup plus sombre et qu'il a plus de poils et qu'en plus il est dans l'obscurité, ce qui permet de masquer certaines imperfections. À voir si nous reverrons peut-être d'autres wargs dans le futur de cette saison. Une autre intrigue qui est intéressante dans cet épisode, c'est tout ce qui entoure l'étranger et Nori qui sont perdus dans les déserts de l'Orient, et on sent aussi que le personnage est en train de faire une sorte de quête initiatique puisqu'il y a toute la thématique autour du magicien qui est omniprésente à travers les séquences de l'étranger et Nori, et ce que j'ai bien aimé c'est que on voit quand même aussi tout l'aspect mystique du personnage avec le bâton ou bien la vision prophétique qui lui fait voir certaines choses, et encore mieux ce chemin étoilé qui le guide à travers le désert pour l'emmener vers son destin. C'est quelque chose qui est assez intriguant parce que la région de Rhûn dont ils sont assez proches, c'est une région qui est connue pour être peuplée de peuplades assez étranges, notamment des personnages et des humains qui ont en grande partie prêté allégeance au Seigneur du Mal Morgoth et donc désormais Sauron, mais il y a aussi possiblement tout cet aspect de la magie puisque un des personnages très connus qui pourrait venir du secteur de Rhûn, il s'appelle Khamûl, et ce personnage vous le connaissez certainement si vous savez un petit peu de choses sur le lore de Tolkien, mais Khamûl c'est le Nazgûl numéro 2 qui dirige les spectres de l'anneau après le roi sorcier, et il est surnommé dans les livres l'ombre de l'Orient. Khamûl serait possiblement un roi des hommes de Rhûn qui se serait fait pervertir par le Seigneur du Mal après avoir eu un anneau de pouvoir. Donc qui sait, peut-être qu'il y a toute cette thématique qui va être sous-entendue à travers ce voyage initiatique de l'étranger et Nori à travers la région de Rhûn. Et du côté des elfes, il se passe aussi beaucoup de choses dans cet épisode, à tel point que dès le départ je croyais que c'était juste un jeu de pistes entre Elrond et Galadriel ou même une course, mais malheureusement non, c'est clairement une course-poursuite parce que Elrond a volé les anneaux de pouvoir pour les rendre à Gil-galad après avoir découvert le poteau rose. Tout l'aspect visuel est incroyable avec les elfes, hein, je vais rien dire à ce niveau-là, c'est magnifique, il y a des couleurs, du vert, du jaune, du bleu qui sont vraiment très bien mises en avant, et on sent aussi tout le côté magnifique et lumineux qui émane de ces régions, et encore plus lorsqu'il y a cette musique envoûtante qui se permet de magnifier le tout, on est limite devant un tableau peint, et j'ai trouvé ces séquences magnifiques du point de vue visuel. Par contre, effectivement, du point de vue scénaristique, c'est un peu dommage par moment, parce que Galadriel, elle est coincée et elle n'a d'autre choix que d'avouer le fait que Halbrand en fait c'était le Seigneur du Mal. Pourquoi elle ne l'a pas dit juste avant la forge des anneaux des elfes? Pourquoi elle ne l'a pas révélé alors que c'est peut-être une information essentielle? Pour moi, effectivement, ça fait sens quand même par rapport à la série, elle ne l'a pas dit parce qu'elle s'est fait avoir, et forcément quand tu te fais avoir par quelqu'un, tu as honte et tu n'as pas envie d'avouer tes torts. C'est ça aussi le gros problème que j'ai avec cette intrigue des anneaux de pouvoir, c'est que Galadriel des fois elle a des réactions assez étranges, ce qui prouve aussi peut-être que certains personnages sont plus calqués comme étant des humains plutôt que des elfes, et les anneaux sont volés par Elrond qui va les emmener directement en Lindon, et on découvre une nouvelle zone avec la cité des Havres Gris qui n'est peut-être pas forcément une cité, on dirait limite un port de pêche, tellement qu'il y a peu d'éléments, mais c'est pas très grave parce qu'on est forcément centré uniquement sur la maison de Círdan, le maître charpentier, et c'est un personnage que j'attendais parce que Círdan, il apparaît très brièvement dans les livres, même s'il est là, on sous-entend que c'est un elfe qui est très ancien et qui est très puissant, d'autant qu'il a une barbe, ce qui est très rare, hein. Il n'y a que 2 elfes dans l'histoire
de Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien qui ont des barbes, c'est lui et un autre. Et Círdan est quand même un personnage très important parce qu'il apporte de la sagesse et un peu plus de connaissances, notamment avec tout l'aspect maritime qui est très présent chez les elfes, et c'est totalement logique que Elrond décide de voir directement Círdan pour porter les anneaux des elfes et demander conseil à ce niveau-là. Par contre, là où c'est un peu facile, c'est que Galadriel et Gil-galad vont faire des petites déductions par-ci et là, et de suite, ils vont deviner que Elrond est parti voir Círdan. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité, mais d'un autre côté, ça nous évite des longueurs avec Galadriel qui pourrait chercher sous différentes souches d'arbres si Elrond n'avait pas planqué les anneaux ici. Au contraire, ça fait avancer l'histoire et c'est peut-être aussi ça que on va retenir à ce niveau-là, c'est plus le fait que cela vient accentuer le rythme de l'histoire. Quant à l'épisode 2, déjà il s'ouvre sur un nouveau générique, même si le générique garde le même aspect visuel que le précédent pour la saison 1, il y a de nouveaux visuels qu'il faudra forcément analyser un peu plus en profondeur, peut-être à la fin de la saison si jamais ce générique vient à évoluer. En attendant, il y a beaucoup de thématiques qui sortent de ce nouveau générique, et c'est quand même intéressant de voir ne serait-ce que le réveil du Mordor, avec cette belle couleur rouge qui émane des grains de sable, ou encore plus les différents anneaux de pouvoir qui chaînent à travers un seul et même personnage, le Seigneur des Ténèbres, ou encore la couronne de Durin avec les étoiles des nains, ainsi que toute cette thématique autour du royaume de Khazad-dûm, que ça soit la fameuse porte magique de l'entrée de l'ouest, ou ensuite le Balrog, la menace ultime qui pèse sur les royaumes des nains, pour enfin aboutir à la couronne de Morgoth, le Seigneur des Ténèbres, le premier, je précise, avant que Sauron ne prenne la relève. Donc il y a aussi beaucoup d'aspects à ce niveau-là, et c'est d'autant plus lié à cette nouvelle saison et les personnages et différentes intrigues qui vont nous être dévoilées au fur et à mesure de cette saison. Cet épisode 2 va réintroduire toute l'intrigue autour des nains de Khazad-dûm, mais c'était sans compter sur le réveil de la montagne, puisque l'avènement du Mordor en saison 1 a déclenché une série de cataclysmes sans précédent, et on voit aussi que cela affecte le quotidien des nains, parce que il y a ce rocher immense qui se décroche, le lien très particulier entre les nains et les racines de la montagne, c'est quelque chose qui a été très bien mis en scène dans la première saison, notamment avec la quête du Mithril, et encore plus avec le chant de Disa pour essayer de réveiller la montagne ou essayer de découvrir de nouveaux passages. Là, il y a aussi Disa et les chanteuses qui essayent de trouver un passage pour faire revenir la lumière, mais au contraire, elles font l'effet inverse et vont enfermer encore plus la montagne et sous-entendre l'isolement des nains dans cette situation, alors que le roi Durin se renferme sur lui-même, et c'est totalement normal puisqu'il a chassé Elrond en fin de saison 1 et qu'il ne veut plus avoir à traiter avec les elfes, ce qui sous-entend là aussi encore un conflit gestant entre ces deux espèces. Outre cela, ce qui est pas mal, c'est que on voit forcément l'entêtement des nains et le fait que ce sont des créatures très têtues, mais ça fait aussi le charme de ces personnages parce que c'est un défaut très connu chez les nains, et c'est peut-être aussi cela qui est très intéressant de voir deux personnages nains se faire la gueule et ne pas vouloir lâcher le morceau. On va nous introduire un nouveau personnage qui s'appelle Narvi, un nain que j'adore particulièrement, même si dans l'histoire il ne fait pas grand chose. Il est avancé comme étant une sorte de conseiller du roi, et on voit vraiment que Narvi a un rôle auprès de la population et qu'il fait vraiment l'intermédiaire entre le roi et la population pour essayer un petit peu d'avancer certaines informations ou des requêtes auprès du roi, et je trouve que ça va très bien avec le caractère du personnage tel qu'il est décrit dans les livres. Finalement, les anneaux des elfes sont conservés par ces mêmes créatures, suite à un petit coup du destin où la barque a légèrement vacillé par un coup d'eau. On voit la magie réparatrice et protectrice des anneaux des elfes. Déjà Círdan, lorsqu'il met sa main dans l'eau, eh bien les poissons vont tourner autour de lui, et j'ai trouvé que c'était sympathique à ce niveau-là. Encore plus lorsque les trois elfes vont mettre leurs anneaux ensemble et que le Malorn va retrouver de ses couleurs à tel point qu'il brille, limite comme un phare. Peut-être un peu trop au niveau de la brillance, mais c'est pas très grave. Ça sous-entend le caractère un peu divin de ces arbres et le fait qu'ils sont sacrés pour les elfes, qui sont en admiration devant les lumières et les couleurs. Et oui, effectivement, la lumière, les étoiles et les couleurs très vives, ce sont des éléments très importants chez les elfes. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est très sympathique et bien mis en avant à travers des plans, encore une fois, magnifiques. Ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que les anneaux des elfes, outre déjà cet aspect magique, réparateur, il y a encore une fois Elrond qui refuse d'aider les autres elfes, même si à mon sens, comme je vous ai dit avant, c'est pas très logique parce qu'il était là lorsque les anneaux des elfes ont été forgés et il sait qu'ils n'ont pas été touchés par Halbrand. C'est là aussi peut-être où c'est pas forcément logique d'avoir du doute, même si
effectivement, je comprends aussi que Elrond ait des doutes par rapport aux anneaux parce qu'on ne connaît pas vraiment leur pouvoir. Et c'est peut-être ce côté inconnu qui effraie le personnage, même si dans la série, clairement, il ne dit pas que c'est le côté inconnu du pouvoir. Pour lui, c'est peut-être le côté négatif et le fait qu'il pourrait pervertir ses amis qui poserait problème. En revanche, là où j'ai un problème avec ces anneaux, c'est qu'ils semblent être dotés de pouvoirs de vision, et que ça soit Galadriel ou Gil-galad, tous les deux ont des visions successives sur certains éléments, à tel point qu'on se demande même si c'est pas limite des pierres de vision Palantiri qui ont été mises dans les anneaux. On va pas se le cacher, c'est pas totalement illogique que les anneaux déclenchent des pouvoirs un peu de clairvoyance avec les elfes, qui accordent tout de même une place importante aux prophéties et visions, ce qui fait là aussi un peu plus le lien avec l'histoire des elfes. Par contre, pourquoi Círdan va se raser un moment? Pourquoi il se rase la barbe d'un coup? Est-ce qu'il se dit oh super, la barbe c'est pas joli? Mais non, en fait c'est ça qui fait le charme du personnage, et je trouve que c'est dommage d'avoir montré le personnage se raser. Après c'est un détail, c'est pas ça qui va m'empêcher de profiter de la série. Trouvé dommage. Pourquoi il se rase à un moment? C'est un aspect que je n'explique pas. On va un peu plus loin sur l'histoire du mage noir et on commence un petit peu à voir de quel personnage il pourrait s'agir. Pour moi c'est pas forcément Saruman, même si physiquement l'acteur et le personnage tel qu'il est décrit ressemblent beaucoup à Saruman. Je pense qu'ils ont voulu introduire d'autres magiciens pour peut-être essayer de brouiller les pistes, même si pour le coup c'est pas très logique par rapport à l'histoire puisque on sait qu'il n'y a eu que 5 magiciens, même si très certainement l'étranger commence à emprunter le chemin pour devenir une sorte de Gandalf. Est-ce que ce mage noir serait une sorte de Saruman en devenir? Par contre là où c'est assez étrange, c'est qu'il cherche à la fois le magicien, l'étranger, et en plus il cherche aussi à traquer Sauron. Donc pourquoi ce mage noir cherche à traquer ces deux personnages? D'autant plus qu'il est aidé par des hommes qui sont très certainement des orientaux, qui semblent avoir le sigle de Sauron avec cet œil. Je ne vois pas trop où ils veulent aller avec ces intrigues là. Par contre on apprend quand même quelques informations supplémentaires sur les prêtresses et le fait que le mage noir utilise à la fois une sorte de magie ténébreuse puisqu'il ramène des morts à la vie, il utilise la magie du sang, donc encore une fois des thématiques assez négatives chez Tolkien, ce qui pourrait laisser divers indices sur l'aspect ténébreux de ce personnage et son potentiel devenir au sein de l'histoire. On a une séquence de track qui était pas trop mal, hein, il faut le reconnaître, c'était plutôt sympathique. C'est l'occasion d'avoir un clin d'œil avec les hobbits qui sont cachés derrière une tente alors qu'un orientais est juste au-dessus d'eux, donc encore une fois possiblement un clin d'œil à ce film. À voir là aussi si cette saison ne cherche pas à faire des hommages au film de Peter Jackson. Quant à Halbrand qui est revenu en Eregion auprès de Celebrimbor, il va essayer de faire un petit peu plus de sous-entendus et de ruses pour arriver à ses fins. C'est une énorme facilité parce que Celebrimbor est un abruti complet et il ne va pas réagir outre mesure. Halbrand est quand même un personnage rusé qui utilise la manipulation pour parvenir à ses fins. On le voit d'ailleurs dans cet épisode parce que tout d'abord il fait exprès de bien montrer son dos en disant oh ben tant pis je vais attendre qu'il vienne, et il montre bien son dos à l'intendante pour bien faire comprendre qu'il est blessé, à tel point qu'elle va dire à Celebrimbor ah je crois qu'il est blessé, il faudrait peut-être l'aider, pour essayer là aussi encore plus du point de vue de Sauron d'instaurer la pitié pour essayer d'arriver à ses fins. Donc le personnage est quand même assez manipulateur à ce niveau là. Dès l'instant où il voit que Celebrimbor n'a pas envie de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pleuvoir pour être en mode oh le vieux chien battu qui est sous le porche et tout mouillé. Donc là aussi il y a tout cet aspect magique et le fait qu'il utilise la magie et la météo pour arriver à ses fins, et ça marche parce que Celebrimbor va limite avoir pitié de lui et le faire rentrer dans sa maison, mais c'est encore une fois une énorme facilité parce que Celebrimbor se laisse trop facilement avoir par Sauron. Il va dire à Celebrimbor que c'est un excellent forgeron, qu'il est destiné à sauver la Terre du Milieu, que les anneaux des elfes ont fonctionné, donc il a aussi tout cet aspect-là, parce que Celebrimbor, eh bien, il entend ce qu'il a envie d'entendre et il est très content de voir que son œuvre a servi à quelque chose de positif, même si, encore une fois, je vais vous le redire et je vais le répéter 10 à 15 fois par vidéo, je le sens dans cette saison, c'est de la très grosse facilité à tel point que ce ne sont même plus des ficelles, mais limite des cordes de marin. Et tout ceci découle sur une séquence très théâtrale où il se fait passer pour un envoyé des Valar, limite pour une créature quasi divine, à tel point que Celebrimbor se met à genoux en lui disant comment je dois vous appeler, et l'autre il lui répond Anatar. Voilà, c'était sympa, c'était cool, mais j'aurais préféré autre chose, notamment le schéma des livres. Mais je vais pas refaire le monde, c'est trop tard maintenant. Par contre, le gros problème que j'ai eu avec cette séquence, et là je me suis un peu limite facepalm tellement que c'était trop, c'est quand il va dire vous serez le Seigneur des Anneaux. Alors là j'étais en mode oh là là, le clin d'œil t'as vu, limite. C'est limite si t'avais pas les deux showrunners qui se sont retournés devant l'écran en faisant hey t'as vu le Seigneur des Anneaux. Non, là c'était trop. Là par contre j'ai trouvé que c'était trop parce que le Seigneur des Anneaux c'est pas Celebrimbor, c'est Sauron.
clairement. On peut même dire symboliquement que le Seigneur des Anneaux, c'est qui? C'est l'anneau unique. Et oui, c'est lui qui domine les anneaux, un anneau pour les gouverner tous. J'ai trouvé que c'était très maladroit cette histoire, même si effectivement Celebrimbor qui forge des anneaux et que c'est lui qui parvient à distribuer ces anneaux à d'autres personnages, on peut le considérer comme une sorte de Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est très bateau et c'est vraiment bancal cette histoire. Et enfin, il y a tout l'épisode 3 avec la réintroduction des différentes intrigues autour de Númenor et Isildur. Ce que je trouve être une bonne idée, c'est que ces 3 premiers épisodes, ils vont pas à pas, on n'est pas rebalancé directement dans l'histoire, on va petit à petit redécouvrir certaines intrigues et c'est pas mal d'avancer aussi à ce rythme-là, d'autant plus que l'histoire de Númenor, elle est très riche et elle permet de réintroduire beaucoup de choses, notamment le retour d'Isildur qui est comme par hasard retenu prisonnier dans la cachette de Arachné, une araignée qu'on connaît très bien nous les fans du Seigneur des Anneaux, puisque c'est la même araignée qui vient faire des siennes dans le Retour du Roi. Et ce que j'ai apprécié, c'est que, encore une fois, outre cette séquence d'horreur avec les araignées, c'est qu'il y a à nouveau un clin d'œil au film Le Retour du Roi, parce que c'est un cheval qui va chercher directement Isildur, ce qui permet d'avoir le lien avec le fait que Harod, le cheval d'Aragorn, va chercher Aragorn après sa chute dans les 2 tours. Donc là aussi, encore une fois, le fait de montrer qu'il y a un lien très fort entre le cheval et son cavalier, et encore plus lorsque tu te permets de faire une sorte de séquence miroir entre ces 2 personnages qui sont tous les 2 des parents éloignés. Toutes les séquences d'Isildur vers Pélargir, je trouve que c'est un peu téléphoné, dans le sens où, comme par hasard, il tombe sur une femme qui va l'aider et lui dire qu'il faudrait aller à Pélargir. Comme par hasard, ils vont se faire attaquer par des voleurs. Et oh, comme par hasard, il y a Arondir qui est juste à côté en train de chercher du bois, ce qui lui permet de faire des sauts et des cabrioles dans tous les sens, où il parvient à tuer tous les ennemis de Isildur et de cette femme Astrid. Mais bon, c'est pas grave, tous les elfes sont des créatures fascinantes qui sont capables de faire des sauts dans tous les sens et leur agilité n'est plus à démontrer. C'est pas une séquence qui m'a marqué, ça m'a pas déçu, ça m'a pas déplu. Ça m'a fait ni chaud ni froid, voilà. C'est d'ailleurs dans cette séquence qu'on va nous apprendre la disparition du personnage de Bronwyn hors caméra. Et j'ai trouvé cela un peu dommage quand même parce que on nous dit qu'elle est blessée par une flèche d'orque et qu'elle est morte. Mais en fait, effectivement, l'actrice a décidé de quitter la série et ils n'ont pas recast le personnage. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est quand même assez dommage parce qu'il y avait peut-être certaines choses qui méritaient d'être dévoilées à travers la relation entre Arondir et Bronwyn. Je suis pas très convaincu à ce niveau-là, même si ça aurait pu apporter un peu plus de nuances entre cette relation elfe et humaine. Le problème que j'ai, c'est que Théo semble tenir pour responsable Arondir, mais on sait pas pourquoi. Il nous dit pas pourquoi il est mécontent d'avoir Arondir à côté de lui. Ça mériterait aussi un petit peu plus de consistance et d'explication à ce niveau-là. Il va juste le chasser en lui disant « je veux plus te voir, c'est terminé, dégage », mais on nous explique pas pourquoi. Est-ce que c'est Arondir qui n'a pas su protéger Bronwyn et Théo le tient pour responsable? C'est une théorie, mais pourquoi c'est pas expliqué? Est-ce que ça va être expliqué dans les prochains épisodes? J'espère que oui, parce que là, malheureusement c'est suggéré, mais ce n'est pas montré. Quel serait le problème dans la relation entre Théo et Arondir? Ça serait quand même intéressant qu'on ait une réponse dans les prochains épisodes. Un peu plus tard, c'est l'occasion pour Isildur et Estrid, j'ai dit Astrid tout à l'heure, désolé, mais c'est pas facile à prononcer, de révéler elle aussi son secret sur le fait qu'elle a rejoint le camp du Seigneur du Mal et que Isildur, lui, son secret, c'est qu'il a voulu nager et sa mère a voulu le récupérer parce qu'il se noyait, mais c'est elle qui s'est noyée. C'est pas très intéressant parce que pourquoi Isildur va raconter ça à une fille qu'il a rencontrée il y a seulement 10 minutes? Est-ce qu'il voulait un petit peu plus en parler à quelqu'un de confiance? Mais le problème c'est qu'ils se connaissent depuis même pas une journée, donc comment tu veux être confiant avec cette personne? Encore plus lorsqu'on nous montre que c'est un personnage qui a rejoint le camp du mal, même si elle semble exprimer des regrets. Peut-être est-ce le début d'une sorte de pseudo-romance entre deux? On verra. Pour l'instant, je ne vois pas trop où ça va nous mener. À Númenor, déjà, c'est l'occasion d'avoir encore de super plans visuels du point de vue de la cité de Númenor, et encore plus, c'est l'occasion de voir qu'il y a des tensions au sein de la royauté et des clans de Númenor entre les pro-Myriel et les anti-Myriel, parce que forcément, après ce combat, elle a dû revenir avec tous les morts, et les mères au foyer n'ont pas forcément apprécié de voir revenir leur fils mort sur le champ de bataille, donc c'est toute l'importance de la scène, même si du point de vue de la subtilité, on repassera parce que Myriel, elle se prend une claque de l'enfer, mais elle va juste l'embrasser. C'est pour montrer le fait qu'elle est compatissante et qu'elle se met à la place de son peuple. Je trouve que c'est bien, mais ça manque
clairement de subtilité. On nous montre aussi progressivement la prise de pouvoir de Pharasson par rapport à Myriel, le fait qu'il va discuter avec les nobles, que ce sont eux qui vont aller vers Pharasson, encore plus lorsque lui, conseiller du roi, il va devenir le conseiller de la nouvelle reine, et c'est très intéressant de voir que le personnage reste pas mal en retrait et qu'il ne va pas trop non plus s'exposer vis-à-vis de Elendil et Myriel pour essayer justement de rester en retrait et ne pas trop montrer ses ambitions. C'est quelque chose d'assez intriguant à ce niveau-là. Il y a toute cette prophétie autour de l'aigle qui, comme par hasard, doit apparaître devant le souverain ultime choisi par les dieux. L'aigle se pose en bout de piste et qui c'est qui va vers lui? C'est Pharasson. L'aigle pète un câble et s'excite dans tous les sens et tous les gens sont en mode l'aigle il est devant Pharasson. Mais non, c'est Pharasson qui va vers l'aigle. Donc en fait, limite n'importe quel personnage aurait pu s'avancer vers l'aigle. L'aigle il commence à s'exciter, à faire des va-et-vient et à battre des ailes. Tout le monde est en mode oh putain l'aigle c'est lui qui a dessiné. J'ai trouvé cette scène absolument débile. Je suis désolé hein. Pharasson il va vers l'aigle, c'est pas l'aigle qui vient Pharasson. Donc malheureusement ça ne fonctionne pas dans ce sens. Pareil pour cette histoire du Palantir et le fait que Myriel serait peut-être esclave de la magie. Pourquoi Númenor n'explique pas plus cette crainte vis-à-vis de la magie et pourquoi c'est un problème le fait qu'elle se mette à être une sorte d'esclave de la boule magique, même si j'en ai un peu marre que cette boule magique c'est juste une boule de Madame Irma qui voit le futur. J'aimerais aussi que le Palantir serve à autre chose que tout cela. Donc ça ne laisse plus de place au doute, Pharasson risque très fortement de devenir le nouveau souverain au détriment de Myriel. Au Mordor, Adar réunit son armée et c'est l'occasion de voir Glug, un personnage que j'attendais beaucoup aussi et je le trouve très réussi parce que cet orc, déjà il a une famille, visiblement il a une femme et un enfant et c'est pas surprenant de voir des orques femelles parce que déjà on nous avait vendu des orques femelles en saison 1, j'en ai pas vu. En saison 2, bah, on vient d'en voir une et encore plus on vient de voir un petit. Je vous rappelle déjà, hein, peut-être que vous avez oublié avant de crier au scandale, dans les films de Peter Jackson, Azog, il a un gamin qui s'appelle Bolg, donc effectivement ça sous-entend que les orques se reproduisent, mais je pense qu'il faudrait vraiment que je me replonge dans les livres et encore plus La Route perdue ou Les Laits du Beleriand qui sont des histoires limite les brouillons de J.R.R. Tolkien rassemblés par son fils Christopher avec toutes les versions de l'histoire, les orques dans les livres et encore plus le Silmarillion qui est un livre reconnu et apprécié des fans ou au contraire détesté. J.R.R. Tolkien nous dit dans ce livre le Silmarillion que les orques se reproduisent comme les enfants d'Eru Ilúvatar, c'est-à-dire l'union d'un homme et d'une femme ou plus simplement l'union d'un sexe féminin et d'un sexe masculin. Je vais pas vous apprendre comment ça fonctionne, c'est pas une histoire de wokisme de voir une orque femelle, donc arrêtez de tirer la sonnette d'alarme pour des débilités profondes. Le fait d'apporter un petit peu de subtilité aux orques, c'est intéressant parce que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a certains orques qui vont remettre en question le Seigneur des Ténèbres, qui vont espérer ou aspirer à une vie différente, donc il y a aussi tous ces aspects-là. Les orques, c'est pas que des créatures brutales et violentes, la grande majorité le sont, hein. Je vais pas dire ce que vous... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais oui, les orques sont aussi à la base des elfes corrompus et torturés, qui sont devenus par des bizarreries et de la magie ténébreuse de Morgoth des orques. Possiblement c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils aient douté du Seigneur des Ténèbres Sauron. Je pense qu'il faudra très sérieusement que j'envisage une vidéo sur les orques, leur origine, leur mode de reproduction, l'histoire de la conception des orques chez J.R.R. Tolkien parce que il y a beaucoup de confusion. Peter Jackson a voulu apporter certaines nuances et des... sous-races aux orques. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien n'est pas aussi catégorisant à ce niveau-là, et au contraire ça pourrait être une sorte un petit peu de déviance linguistique, comme par exemple en France on peut dire une serpillière, la panos, la vassingue, pour dire la même chose. Il faudra que je fasse pas mal de recherches parce que l'histoire des orques c'est un point très tendu chez les fans. On va nous présenter tout le projet des Anneaux des Nains, et ce que j'ai bien apprécié c'est que Anatar montre des signes d'impatience vis-à-vis de Celebrimbor et de la forge des Anneaux des Nains, mais lorsqu'il sent que il peut être découvert à n'importe quel moment et que son mensonge peut être mis en lumière, là il se retient en disant oui vous avez raison, attendons, prenons notre temps, même s'il sous-entend quand même qu'il faut se dépêcher parce que chaque minute qui compte pourrait être d'autant plus de temps récupéré par Gil-galad et Galadriel pour peut-être remonter jusqu'à lui. Il va mentir, brouiller les pistes et dire à Celebrimbor que c'est limite des anneaux qui sont là pour soigner la Terre du Milieu, et Celebrimbor qui est débile comme il se doit va dire ah ben oui super je vais croire Anatar l'envoyé des Valar plutôt que de croire Gil-galad, un personnage que je connais et que je côtoie depuis longtemps. Donc oui effectivement c'est totalement logique moi Celebrimbor de mentir à mon ami Gil-galad en lui disant que non
tout va très bien et c'est super et je ne forgerai plus jamais d'anneaux alors que je fais totalement l'inverse. Je trouve cela assez surprenant comme décision, même si c'est très certainement la ruse et tromperie de Anatar qui est derrière et que ce poison commence petit à petit à gangréner Celebrimbor. Je trouve encore une fois, et je le redirai jamais assez, c'est une énorme facilité, hein. Mais c'est pas grave parce que les nains sont rabibochés et comme par hasard ils ramènent du mithril et c'est ça qui va être touché par Anatar, ce qui permet là aussi de lier le fait que le Seigneur des Ténèbres a touché les anneaux des nains et que indirectement il a mis de sa malice et magie sombre à travers les anneaux des nains. À présent, si vous le voulez bien, avant de conclure, je vais maintenant m'intéresser à la partie spoil de ces 3 épisodes, donc je vais très certainement aborder certaines thématiques, donc si vous ne voulez pas connaître certaines informations, je vous invite à aller à la conclusion, et pour les plus curieux ou connaisseurs, on poursuit avec la suite de cette vidéo sur la partie spoil. Déjà d'une part, la vision de Galadriel lorsqu'elle a mis son anneau, au départ je pensais qu'elle parlait vraiment avec Celebrimbor, mais en fait non, c'est une vision limite qu'elle a avec Celebrimbor et le fait qu'elle va discuter avec lui, et c'était intéressant quand même de voir le personnage souffrir et le fait qu'il est attaché à un arbre et qu'il est transpercé de multiples flèches, ça sous-entend le futur devenir du personnage Celebrimbor qui va finir tué par le Seigneur des Ténèbres parce qu'il a refusé de donner les anneaux de pouvoir après la guerre de l'Eregion. Donc il y a aussi tous ces éléments là qui vont ressurgir et c'était quand même subtil d'amener cela. Encore plus un peu plus tard, on a Celebrimbor qui va forger une porte en Ithildin qui est un matériau très particulier parce que ce dernier va réfléchir la lumière de la lune et ça sera utilisé par Celebrimbor pour forger et créer la porte ouest du royaume de Khazad-dûm avec un nain comme par hasard qui a été introduit dans cette saison 2, Narvi. C'est un élément qui est quand même relativement important dans l'histoire et ça permet de relier l'amitié entre Celebrimbor et les nains de Khazad-dûm, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et j'espère qu'on va le voir dans cette saison 2. Et là où c'est pas mal aussi en termes de spoil et possible intrigue, on voit les messagers de Gil-galad qui sont tués. Au départ je pensais que c'était des orques, mais comme il y a des chaînes, j'ai quand même l'impression que ce sont possiblement des spectres des Galgals qui ont tuer les envoyés de Gil-galad parce que on a vu dans les bandes annonces qu'il y a des spectres des Galgal et ces spectres là utilisent des chaînes peut-être pour sortir des tertres, donc il est possible que plus tard nous allons voir Elrond et Galadriel qui lors de leur excursion vers Celebrimbor vont peut-être découvrir les émissaires elfiques tués par les spectres des Galgal et ça va être l'occasion d'avoir une séquence d'action qui je l'espère sera réussie. En conclusion, ce que je peux dire sur ces 3 épisodes c'est que j'ai passé quand même un bon moment, j'ai apprécié le visionnage, la musique était excellente, les effets spéciaux, il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est même visuellement une claque et une masterclass, hein, je vais pas cacher mes mots, au contraire, les artistes qui ont travaillé sont vraiment des artistes et on sent que Weta Workshop a fait un excellent travail visuel. Il y a aussi tous les aspects des costumes, des prothèses qui sont magnifiques et qui viennent magnifier et mettre en valeur cette histoire. Par contre, du point de vue de l'histoire, j'ai quand même de très grosses réserves sur certaines intrigues, même si je trouve que vis-à-vis des gros problèmes que j'avais en saison 1, là pour le coup les problèmes je trouve qu'ils sont moins sous-jacents, mais par contre ça sous-entend aussi des très grosses facilités scénaristiques qui viendront peut-être fragiliser toute cette structure qui était déjà assez précaire par rapport à la fin de saison 1. Nous verrons bien comment les prochains épisodes mettront en lumière tout cela. Est-ce que les mystères sous-entendus dans ces 3 premiers épisodes vont éclore dans des révélations ou pas du tout? Là le problème c'est qu'avec cette série, comme on a eu pas mal de déceptions en saison 1, je reste toutefois méfiant sur certains choix, mais je trouve que pour l'instant ce début de saison 2 est beaucoup plus plaisant et agréable que celui de la saison 1, relatif quand même avec notamment, comme je vous l'ai dit, 10, 15, 20 fois dans cette vidéo, des très grosses facilités scénaristiques qui viendront peut-être fragiliser le reste de l'histoire. C'est ainsi que s'achève cette vidéo analyse des 3 premiers épisodes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, si vous avez apprécié, si vous avez détesté, s'il y a certains aspects que vous avez aimés ou d'autres que vous n'avez pas aimés, si vous êtes d'accord avec certaines remarques que j'ai dites, ou au contraire si vous n'êtes pas d'accord, bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quels sont les arguments que vous avancez pour défendre vos idées. La parole est à vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, il ne me reste plus que vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses sur l'univers de J.R.R. Tolkien et encore plus Rings of Power, le Seigneur des Anneaux. Salut à tous!